Ouais. Je ne suis pas un monsieur sérieux, je suis plutôt incompétent. Et je me sens pas tellement cinéaste, un petit peu, mais pas trop trop. Citronnier, c'est un film où il est question de relations entre musulmans et juifs. Bon. Pourquoi j'ai voulu faire ce film-là? Parce que c'est un vieux truc qui m'emmerde depuis des dizaines d'années. Je veux dire que quand j'étais jeune, quand j'avais 20-25 ans, et que j'étais à Tunis, j'avais des amis qui étaient tunisiens musulmans. Et c'était de vrais amis. Et ça allait très très bien. Là-dessus, il s'est passé un certain nombre de choses qui sont la guerre d'Algérie et essentiellement la manière dont s'est envenimée de manière paroxystique la relation entre Israéliens et Palestiniens. Et j'en suis arrivé à une sorte d'impossibilité. Moi, je ne suis pas du tout sioniste, je suis même anti-sioniste, mais j'ai senti en face de l'animosité envers moi. Je l'ai senti, peut-être que je l'ai imaginé, en partie d'ailleurs, hein. Enfin, je l'ai senti à ma façon. J'ai eu l'impression que ça devenait très 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 difficile. Et c'est un peu à propos de ça que j'ai eu envie de faire le film Le Citronnier, qui est l'histoire en somme d'un homme et d'un homme musulman, pas tunisien, mais oui, il est censé être marocain dans le film, et d'une femme juive, euh, d'Afrique du Nord aussi, qui se méfient l'un de l'autre au départ, qui ont à la fois une méfiance et attirance l'un vers l'autre, et qui en arrivent à se jeter à la gueule tout ce qu'ils peuvent, ce que chacun pense de son côté, mais qu'il ne dit jamais à l'autre, ce que les Juifs pensent de leur côté, qu'ils ne disent jamais aux Arabes, ce que les Arabes pensent de leur côté, qu'ils ne disent jamais aux Juifs. Ils se le jettent à la gueule avec la plus grande violence, et ensuite ils s'aperçoivent que, ma foi, dans leurs traditions respectives, il y a des points communs. Dans leur histoire respective, il y a des points de rencontre. Ils se rendent compte de tout ça et ils se disent, ma foi, peut-être, peut-être que quelque chose est encore possible. Voilà, voilà ce que j'ai essayé de faire. Comment perçois-tu aujourd'hui la restauration possible de Lettres à la prison, l'un de tes films qui était peut-être dans un tiroir depuis plus de 30 ans, 35 ans? Oui, oui, 35 ans. Bon, ben, ça me fait bien plaisir. C'est une espèce de petit, je dirais pas revanche, il n'y a pas de revanche. Enfin, disons que ça m'enlève une épine du pied. J'étais un peu emmerdé depuis 35 ans que ce film, qui d'ailleurs au départ n'était pas un film, hein, c'était une sorte de maquette que j'avais réalisée en me disant, il faut avec ça que je trouve le pognon pour le tourner pour de bon, avec des vrais moyens. Ben c'est le thème de l'exil. C'est le thème de l'exil, c'est-à-dire que le personnage de Lettre à la prison, c'est un personnage, c'est un Tunisien musulman qui arrive en France, qui n'est pas au premier degré ni à proprement parler un exilé, qui est plutôt une sorte de visiteur provisoire et qui vient en France au secours de son frère, qui lui est dans une situation très grave. Bon, je ne vais pas raconter le film, c'est pas la peine. Donc, le peu de temps qu'il est à Marseille, en France, il vit cette situation d'un gars qui arrive et qui rencontre autour de lui, qui voit autour de lui d'autres Tunisiens musulmans et dont il a le sentiment qu'ils ne sont pas comme ils étaient quand ils étaient en Tunisie, qu'ils sont changés, que quelque chose s'est passé. Au début, il ne comprend pas exactement quoi, mais ce n'est pas les mêmes. Donc cet exil qu'il vit, il le vit non pas seulement par rapport à lui-même, mais il voit autour de lui d'autres exilés comme lui, mon personnage, dans Lettre à la prison, et il a le sentiment que ces autres exilés euh, sont changés par l'exil qu'ils sont en train de vivre, sont devenus d'autres personnes. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir français? Mais de toute façon, je le deviens mal. Je ne deviens pas vraiment français. Mais est-ce que je suis encore tunisien? Mais plus que ça, est-ce que je suis encore moi-même? Je veux dire, beaucoup plus personnel que ce que tu dis. Il s'agit moins de peuple ou de ceci ou de cela, ou d'ethnie, que de personne, du moi. Le moi n'est plus celui que je connais. Je deviens un autre. Voilà, un peu ça.
été cité, par exemple à Bout de souffle, et cette scène d'à Bout de souffle où deux personnages, Gene Seberg et un autre comédien dont j'oublie le nom, qui n'est pas Belmondo, qui est un autre, sont assis au premier étage d'un restaurant au-dessus des Champs-Élysées, et ils dialoguent tous les deux ensemble, et au cours de leur dialogue, on voit par la baie vitrée qui est derrière eux, on voit les Champs-Élysées, on voit les voitures qui passent. Et ces voitures, étant donné que Godard s'est amusé à couper dans un plan qu'il devait trouver un peu trop long, ou dont les silences lui déplaisaient, ou dont certaines répliques peut-être, à son avis, devaient être éliminées, je ne sais pas, Godard donc a coupé dans ce plan, et on voit les voitures sauter par conséquent. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir ces voitures qui sautent, et j'aime beaucoup voir les personnages qui brusquement changent d'attitude, changent de posture. Parce que cette discontinuité-là, il me semble qu'elle est au cœur même de la vie. Il me semble que la vie est quelque chose de discontinu. Sans avoir été jamais épileptique, j'ai une espèce d'intérêt particulier que je me suis toujours assez mal expliqué pour l'épilepsie. Il me semble que les pertes brutales de conscience, et puis la conscience qui renaît brutalement, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Tout ce qui est rupture me parle. Je t'ai cité Picasso, dans La femme qui pleure ou dans le Guernica de Picasso, la brisure du trait. Dans les gravures de Rembrandt aussi, on trouve cette brisure du trait. Moi, ça me touche beaucoup plus que le trait très souple, très rond des peintures ou des dessins de Raphaël, par exemple, ou de certains Italiens. J'aime beaucoup, chez Goya aussi, chez Goya, dans les gravures de Goya, il y a cette brisure du trait. Et j'aime beaucoup tout ça. Et tout ça, ça se rejoint. Moi, je trouve que ça se rejoint. C'est la syncope en musique, c'est la syncope en cinéma, c'est le saut brusque d'un plan à un autre plan. Pourquoi j'aime le cinéma? Parce que le cinéma, c'est fait de plans successifs. Et que entre chaque plan, il y a une cassure. Et que cette cassure, eh bien, c'est là que tout se passe. C'est à la collure. Autrefois, on disait la collure, il n'y a plus de collure maintenant. Mais à l'endroit où on passe d'un plan à un autre plan, là, je supplée. Moi, spectateur, je supplée. Et j'y mets la force que le film me suggère et qu'il ne me montre pas. Le film me montre les plans, mais il ne me montre pas ce qu'il y a entre le plan A et le plan B, et c'est moi qui l'y mets. Et ce qui ne me montre pas, c'est ce qu'il y a de plus fort. Alors quand je dis rupture et syncope, je dois dire aussi non dit, non montré. Ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas dit, est très très fort. Mais encore faut-il qu'on me tende la perche, et que ce qui n'est ni montré ni dit, ce soit moi qui soit, moi spectateur, qui soit à même, parce que le film me le souffle, à même de l'inventer. Voilà. Voilà. Moi je crois que tout ça est lié à une certaine manière de percevoir la vie tout court. La vie est comme ça. La vie est quelque chose d'un peu électrique, d'un peu discontinu. La discontinuité, c'est une chose qui me parle énormément. Et je crois que c'est pour ça que j'aime le cinéma, en fait. Si ça éveille le public à la perception d'une réalité plus intense, plus forte, plus vraie, c'est déjà presque gagné, quoi. Voilà, c'est un travail sur la réalité. Je crois que pendant une trentaine, voire même quarantaine d'années, tu t'es plongé dans l'œuvre de Dante. Oui. Tu as été fasciné par Borges aussi. Enfin, Oui. quels sont pour toi les liens entre ces récits et peut-être aussi ces romans que tu écris et Oui. le cinéma? Bon, le mélange entre réel et rêve, entre le réel et l'onirique. C'est ce que j'ai trouvé chez Borges, chez Dante, dans les films que j'aime, etc. Mais pas seulement ça. Également, cette discontinuité dont je te parlais. D'abord, chez Borges, je ne sais pas si on peut vraiment parler de discontinuité chez Borges, mais il y a dans le choix même du genre littéraire qui est le sien, c'est-à-dire la nouvelle, quelque chose de réduit, de ramassé et de circonscrit. Une nouvelle de Borges se termine toujours avant, un peu avant qu'elle ne devienne insipide. Il la clôt au bon moment, il coupe son plan au bon moment.
Quant à Dante, alors Dante, je crois que c'est dans la Divine Comédie que j'ai trouvé cette discontinuité qui me tient beaucoup à cœur, hein. Ce rythme. Dante est quelqu'un d'extrêmement concis. Extrêmement concis. Quand une chose est dite, elle ne sera pas redite. Elle n'existe qu'une fois. Si tu ne l'as pas entendue, tant pis pour toi. Ces récits qui ont une telle ampleur dans l'imaginaire des lecteurs tiennent en une page, quelquefois en une demi-page. C'est très bref, c'est très court et c'est d'une très grande densité. Et si le saut brusque d'une situation à une autre situation, d'un personnage à un autre personnage, sans aucune solution de continuité, pas de solution de continuité, ça c'est ce qui m'a beaucoup touché.